matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Raymond Debord, docteur en sciences humaines et humanités et auteur de Vers un monde sans enfants, faire face à l'hiver démographique aux éditions Critiques. Bonjour Raymond Debord. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de parler de votre livre, qui est très très complet évidemment, citer les dernières études INSEE qui sont publiées en France. Alors une qui n'est pas directement dans votre sujet, mais tout de même, en 2024, un enfant sur 250 est décédé avant l'âge d'1 an en France. La France occupe la 23e place sur 27 au sein de l'Union européenne en ce qui concerne la mortalité infantile, étude INSEE-INED. Et puis, une autre étude INSEE-INED publiée mercredi 26 mars. Malgré une natalité en berne, la population française devrait rester globalement stable. Les tendances démographiques actuelles se poursuivent. Elle atteindra un pic à 70 millions d'habitants dans les années 2040 avant de revenir vers son niveau actuel en 2070. Ce solde naturel s'est drastiquement réduit de 140 000 personnes en 2019 à 17 000 en 2024. Et puis, un peu plus loin, on peut lire qu'en janvier 2025, le nombre de naissances a encore reculé par rapport au même mois un an plus tôt pour le 31e mois consécutif, toujours selon l'INSEE. Alors, on comprend que donc la France conserve ce statut d'exception entre guillemets c'est ce qu'on je dis entre guillemets, hein, Raymond Debord, j'ai lu votre livre, et que donc elle est un peu plus fertile, on va dire, que d'autres pays européens. Malgré tout, vous tirez la sonnette d'alarme sur ce monde sans enfants, alors que nous entendons tous les jours que finalement le monde ne saura régler le problème démographique et qu'on ne pourra nourrir tout le monde. C'est ce qu'on entend. Que la jeunesse, et Dieu sait que maintenant pleuvent des articles tous les jours, ne veut plus faire d'enfants parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir nourrir notamment ses enfants, ou elle a peur d'impacter la planète. Je ne fais que reporter des propos. Eh bien, vous nous dites le véritable danger, c'est ce monde sans enfants. On va revenir évidemment sur comment on est arrivé à là, Raymond Debord. Mais comment expliquer une telle dichotomie entre ces annonces, ces impressions, ces réactions de la jeunesse française et des politiques, et la réalité de ce que vous nous présentez dans votre livre? Alors, je crois que la dichotomie, elle est surtout dans la sphère, entre l'écart médiatique. Entre ce qui se dit dans la sphère politico-médiatique, oui, et puis la réalité de terrain. Par exemple, quand on nous dit la jeunesse pense ci ou la jeunesse pense ça, oui, il faudrait traduire par certains jeunes pensent ci ou certains jeunes pensent ça. Parce que, vous savez, on dit les jeunes, alors c'est un petit peu comme ça arrange. Parce que quand on va vous parler, par exemple, de la délinquance ou des émeutes en banlieue, on va aussi vous dire les jeunes. Bon, en l'occurrence, je ne pense pas du tout qu'on parle des mêmes jeunes. Oui, mais il reste que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'en connais directement des jeunes qui disent « je n'aurai pas d'enfants, je ne veux pas polluer ». Oui. Ou de toute façon mes enfants n'auront pas assez à manger, donc je préfère ne pas en avoir. Enfin, avant on n'entendait pas ce discours, c'était peut-être autre chose. C'est des discours idéologiques. C'est-à-dire, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle les courants néo-malthusiens en démographie dominent depuis assez longtemps maintenant, dominent idéologiquement la sphère politico-médiatique. En tout cas, sont dominants dans ce qu'il est convenu d'appeler la gauche, en tout cas une large fraction avec toutes les guillemets qui s'imposent, et que donc ça crée un décalage avec le réel qui se rappelle régulièrement, en particulier avec ces chiffres. Et on voit bien d'ailleurs que les pouvoirs publics sont passés d'une indifférence totale vis-à-vis de ce sujet-là, en tout cas au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, jusqu'à son discours, son fameux discours que vous citez dans votre livre. Voilà, sa fameuse saillie sur le réarmement démographique. Voilà, ouais. Alors, comment en est-on arrivé à là ? On va y revenir parce que c'est vraiment tout l'objet de votre livre. Comment est-on arrivé à cet hiver démographique ? On va y revenir, mais d'abord, je voudrais juste que vous nous expliquiez en quoi, aujourd'hui, nous sommes finalement, notre société, notre humanité est en danger. Qu'est-ce que ça provoquerait, cet hiver démographique ? Ce que ça provoquerait, c'est un monde de vieux. C'est-à-dire que le problème n'est pas tellement un problème de nombre absolu de personnes, que la France soit peuplée de 68 millions d'habitants ou d'un peu plus de 40 millions comme à la Libération.
en soi, ça change rien. La question, c'est quelle est la figure de la pyramide des âges. C'est-à-dire, est-ce qu'on a quelque chose où, à la base de la société, il y a un nombre significatif d'enfants et de jeunes, ou alors est-ce qu'on a une espèce de bibendum de plus en plus informe, comme la pyramide actuelle ou celle qu'on nous annonce pour les années à venir. Donc, qui dit monde de vieux? Alors, en termes d'innovation et de Startup Nation... Alors, je préviens parce que je vais avoir des retours tout de suite sur le chat. Pardon, entre parenthèses, on n'a rien contre les personnes âgées. Encore une fois, il y a beaucoup de retraités qui nous écoutent. J'ai 62 ans, donc je suis très à l'aise pour parler de ça. Mais évidemment, une société composée de 27% de plus de 60 ans, comme c'est le cas aujourd'hui, ou de 8% comme c'était le cas à la fin du 19e siècle, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qui va entretenir tous ces vieux? Donc là, ça renvoie au débat sur les retraites, ça renvoie au débat sur le financement de la protection sociale, puisque ce sont les actifs qui financent les autres. L'assurance maladie, puisque les dépenses les plus importantes, en fait, sont faites dans les dernières années de la vie des personnes. Et puis, la dépendance, qui est aussi un sujet qui est très dans l'actualité en ce moment. Tout ça va s'accroître de manière exponentielle et à assez court terme. D'ailleurs, ça a déjà commencé, la difficulté. Et donc, évidemment, on va vers de grandes difficultés sociales pour tout le monde, si on continue comme ça. Et d'autant plus pour les retraités, d'ailleurs. C'est intéressant parce que finalement, le problème de notre société vieillissante, c'est que justement, n'ayant pas assez de jeunes pour les nourrir, entre guillemets, ou pour les entretenir, ils seront eux-mêmes les premiers à être en difficulté. Absolument. Et ça, dans tous les cas de figure. D'un certain point de vue, le débat, vous savez, sur les retraites, entre répartition et capitalisation, et c'est un débat très théorique et un peu politicien aussi, parce que même avec un système par capitalisation, comme ça marche de toute façon sur la production économique, de toute manière, à long terme, ça poserait également des difficultés. D'accord, donc ça, on est sur le niveau social, etc. Est-ce que ça change quelque chose aussi sur le visage de notre pays, puisqu'on parle de la France, ou du monde, le fait que finalement, il y ait de moins en moins d'enfants? Ça pose le visage. Je ne sais pas ce que vous entendez par le visage. Non, mais je sais pas, parce que là, vous nous dites, bon, pour le moment, les difficultés vont être sociales. Bon, ça, on se dit, ok, bon, c'est un point. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut être envisagé, d'autres difficultés? Ça va être des difficultés sociales, ça va être des difficultés économiques, ça va être des difficultés en termes je vous dis, de capacité à proposer des innovations. Pour prendre un exemple tout bête. Politique aussi, parce que finalement... La productivité est déjà en baisse, si vous voulez. En termes en tout cas, sa croissance ralentit sérieusement. Ça ne va pas aider les choses. C'est-à-dire que plus le phénomène s'amplifie, plus les capacités à le régler vont diminuer. Parce qu'en fait, ce sont les sociétés nombreuses et jeunes qui sont à même de créer de l'innovation et du développement. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je parle de politique parce que finalement, on voit bien aussi qu'il y a un électorat retraité qui n'est pas du tout le même que l'électorat plus jeune. Et que finalement, d'ailleurs, on sait qu'Emmanuel Macron est très largement élu par les retraités. Donc, éventuellement, ce vieillissement de la population peut changer aussi la donne politiquement. Ça peut changer la donne. Effectivement, c'est déjà un électorat conservateur en réalité qui s'exprime. Et puis, conservateur dans le sens où il veut conserver les acquis. Il veut ces petits acquis. Alors c'est pour ceux qui ont un peu d'économie. Bon, tous les retraités ne votent pas pour l'actuel président. Néanmoins, effectivement, ça avait été signalé à juste titre. Vous avez un problème de transmission de capital aussi, d'ailleurs. Pour rester dans ce type de registre, il y a un article qui est sorti il y a quelques jours dans le Figaro sur ce sujet-là. Autrefois, la transmission du capital se faisait à travers l'héritage, à l'âge de 25 ans à peu près. Aujourd'hui, vous héritez à 60 ans. Donc, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque dans la société, y compris en termes de transmission. Et alors, un point important, avant de revenir sur comment on en est arrivé là, vous expliquez que malgré tout, l'une des peurs, on va citer par exemple Renaud Camus, qui a fait polémique sur Toxin il y a peu de temps, le grand remplacement, vous dites finalement ça, c'est une fausse peur.
cette submersion migratoire, en tout cas. En tout cas, les problèmes autour de l'immigration me semblent être des problèmes d'intégration, c'est-à-dire de capacité à faire des Français, comme disait Jean-Luc Mélenchon dans une vie antérieure, quand il avait des visions sur ces choses-là. Là, de toute évidence, il y a un problème qui saute aux yeux de tout un chacun. Pour autant, effectivement, il y a un besoin d'immigration dans le sens où la main-d'œuvre nationale aujourd'hui ne répond pas aux besoins de l'économie, n'est pas suffisante. On est à l'horizon de 2037 vers une baisse de la population active. Bon, et tout ce que vous donniez comme chiffre en début d'émission sont tout à fait effectivement exacts et alarmants. Et puis, si on se positionne sur un long terme, de toute façon, la démographie de tous les pays aujourd'hui est en déclin. C'est-à-dire que vous avez des pays qui sont aujourd'hui à des taux de natalité extrêmement importants. Je prends le plus important au monde, par exemple. Le Niger, qui est à 7 enfants par femme. Mais le Niger est aussi déjà en déclin. La République démocratique du Congo est aussi en déclin. Donc, de toute façon, on ne peut pas se projeter. Alors, c'est vrai que nos gouvernants ont quelques difficultés à se projeter dans l'avenir. Maintenant, ils se projettent difficilement au-delà des 3 mois. Mais si on essaye de se projeter sur une politique qui garantisse l'avenir et la pérennité par l'immigration, ça ne marche même pas. Du pays, en tout cas, ça n'est pas une solution de long terme. Ça ne peut être qu'une solution de court et moyen terme. Oui, là, vous raisonnez véritablement comme si on parlait d'entité. On se disait, quand bien même on voudrait remplacer une jeunesse qui n'arrive pas dans son propre pays par l'immigration, ça ne fonctionne même pas sur le long terme, puisque ces pays, notamment africains, ont aussi une natalité qui commence à diminuer. Aujourd'hui, la démographie du Maghreb, elle est à peine supérieure à la démographie de la France. Et elle est ce qu'était la démographie de la France il y a 20 ou 30 ans. Le Maroc doit être à 2,3 enfants par femme aujourd'hui. Alors, tant mieux pour eux, parce que le taux de renouvellement des générations, il est encore assuré, mais ils sont sur le déclin. La population mondiale, pour vous donner un ordre de grandeur, au début des années 60, la moyenne mondiale, c'était 5,3 enfants par femme. Voilà. Aujourd'hui, on est à 2,6. Donc, vous voyez la manière dont ça s'effondre assez rapidement, en réalité. Alors, comment est-on arrivé là et pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un pourquoi, il y a une idéologie derrière que vous expliquez depuis le début. Et vous l'expliquez d'abord par 2-3 premiers livres qui sont sortis dans les années 60. J'ai notamment relevé La bombe P. Ça, c'est en 1968 que c'est sorti, c'est ça ? Où on nous explique qu'il faut mettre la population mondiale sous contrôle, avec même l'idée d'un développement de stérilisants temporaires. Quand même, ça va loin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Il y avait une idéologie, alors c'est l'idéologie néo-malthusienne. J'en parle au passé, mais en réalité, elle est encore présente, parce que si vous écoutez, par exemple, Sandrine Rousseau, alors bon, je ne suis pas pour lui accorder plus d'importance qu'elle n'en a, ou Émeric Caron, puisque ça figure dans le programme de son parti, donc là, c'est très explicite. Il y a cette idée donc, qui a été formulée effectivement par des Américains à la fin des années 60, que donc l'idée de malthusienne basique, qui est de dire le développement de la population est plus rapide que la capacité à la nourrir, donc il y a un moment donné où ça va être la catastrophe, la famine, etc. Et en général, vous parliez de stérilisation, évidemment, quand on a ce genre d'idéologie, les réponses sont extrêmement réactionnaires et brutales, puisque en fait, l'idée, c'est de dire, il faut... c'est cette idée, d'ailleurs, qu'on entend stupide dans les conversations de bistrot, c'est les pauvres se reproduisent comme des lapins, et si on voulait éviter que ça dégénère, il faudrait en gros les stériliser. Voilà. Bon. C'est proposé de manière beaucoup plus sophistiquée, mais c'est quand même la même idée. Mais c'est la même idée. Allons stériliser les pays pauvres. Voilà, et qui est fausse. Elle est fausse parce que je lisais des articles dans le journal Le Monde qui étaient sur une ligne complètement néo-malthusienne sur la question de l'Afrique. Il y avait l'idée, pour que l'Afrique se développe, il faut qu'il fasse moins d'enfants. En réalité, c'est exactement l'inverse. Ce que vous dites, pardon, précision, c'est quand même c'est très choquant quand on reprend le sens de ces phrases. Il faut aider ces pays à
à avoir une meilleure régulation. Le Fonds monétaire international propose aujourd'hui 2 choses. Tous les textes sont accessibles pour tout un chacun très facilement en 2 clics sur Internet. Il propose davantage d'immigration, de favoriser l'immigration pour régler les problèmes économiques en Europe, dans les pays capitalistes développés, on va dire ça comme ça. Et par contre, il préconise la réduction des naissances en Afrique et dans tous les pays sous-développés. Alors pourquoi vous dites que c'est une erreur C'est une erreur parce que si vous prenez le cas parce qu'en réalité, c'est le développement industriel qui a abouti à la baisse de la population. Et c'est parce que nous sommes des pays capitalistes développés que notre natalité est plus en berne que celle du Niger dont je parlais tout à l'heure. Donc si vous observez les pays africains, ceux qui ont la natalité la plus basse aujourd'hui, c'est des pays comme le Nigeria ou comme l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les pays qui sont les plus développés économiquement, dans leur contexte évidemment continental, et non pas l'inverse. Donc en réalité, si dans des pays, y compris d'ailleurs comme ceux que j'ai cités, si dans des pays africains vous avez une forte natalité, y compris en ville, c'est parce que on est encore dans des formes d'économie parallèles, dans des formes d'économie avec une forme de domination impériale qui s'opère, qui vient de l'extérieur. Et donc, les gens, pour survivre, ont besoin d'avoir des réseaux de solidarité larges. Et donc, ils ont tout intérêt à avoir des familles nombreuses. Si vous leur offrez, comme ça a été le cas en Europe, mais il y a plus de 100 ans maintenant, un emploi stable, des revenus, une couverture médicale, etc., évidemment, le nombre d'enfants va immédiatement baisser. Oui. Alors, vous expliquez aussi que l'analyse de Malthus, selon laquelle, finalement, plus la population mondiale va augmenter, plus il va y avoir un problème de famine, de faim, parce que la production agricole, elle, n'est pas adéquate. Ça aussi, c'est complètement faux. C'est faux dans le principe. Ça a été dénoncé dès l'époque. Alors à l'époque, tous les économistes libéraux, alors son copain Ricardo, le français Jean-Baptiste Say et d'autres adhéraient pleinement à ces idées-là. Elles se sont révélées très fausses. Je crois que ça avait été réédité dans les années 70. Il y a plus de 300 pages de critiques de Marx sur les idées de Malthus dès l'époque. Donc, pourquoi ? Parce que ça ignore complètement un élément qui est l'augmentation de la productivité du travail, et en particulier de la productivité agricole. Et donc, ça s'est trouvé instantanément démenti par les faits. Alors, il y a un côté millénariste, vous voyez, dans ces idéologies malthusiennes ou néo-malthusiennes, parce qu'elles sont systématiquement démenties par les événements, y compris ce qui a été dit dans la bombe P, etc., où le candidat écologiste en 74, René Dumont, il prévoyait des famines à court terme partout, etc. Oui, et je le cite parce que vous le citez, vous dites, il disait, il faut limiter la population. Absolument. Déjà, lui était très clair. Le commandant Cousteau, alors lui, il était encore plus radical dans les objectifs et les moyens. Enfin, c'est très étonnant parce que c'est systématiquement démenti par les faits, mais dans des périodes d'angoisse existentielle, ça revient. Vous voyez. Et alors, il y a un socialiste allemand, un des fondateurs de la social-démocratie allemande qui s'appelle Auguste Bebel, qui a écrit un livre sur le statut de la femme en 1898, et il décrit déjà la manière dont ces idées néo-malthusiennes, en fait, sont une critique très superficielle de l'état des choses et sont liées, en fait, aux angoisses des temps plus qu'à une réalité objective. Oui, angoisse des temps ou instrumentalisation aussi d'une angoisse à d'autres fins, notamment fins économiques ou autres. Et allons-y là-dessus d'ailleurs, parce que c'est ça qui est très intéressant dans votre livre. On voit comment la bombe P, toute cette idéologie néo-malthusienne, après, elle était récupérée par le néolibéralisme. Et d'ailleurs, agrémenté aussi après, parce qu'au début on parle de l'alimentation, le fait qu'il y aura cette famine, etc. Après on rajoute le volet écologique en fait au premier volet alimentaire. Et là j'aimerais bien que vous nous expliquiez cette récupération néolibérale. Et vous parlez notamment de lobbies qui vont prendre le relais comme Earth 4 All, je ne sais pas comment on le nomme. Et comment ça va jusqu'à l'idée de taxer, d'avoir une taxe carbone contre les familles nombreuses, comment Terra Nova va parler de désarmement démographique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça et quel est leur objectif à eux finalement ? Alors c'est très difficile de le dire en réalité, parce qu'il y a des auteurs
celui qui a écrit La Bombe P ou d'autres, qui mettent à jour, si vous voulez, leurs erreurs au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure des rééditions des ouvrages, ils mettent à jour pour formuler évidemment de nouvelles bêtises. Bon, donc on peut s'imaginer qu'il y a des histoires de capital symbolique, comme aurait dit Pierre Bourdieu, qui joue là-dedans. Bon, après, les autres. Voilà. Vous avez le Club de Rome, parce que vous avez des patrons, vous avez, dans lequel figure tout un tas de personnalités éminentes. Je crois qu'il y avait le roi d'Espagne, fut un temps. Le soviétique Mikhail Gorbatchev était membre du Club de Rome. Enfin bon. Donc, qui donne une espèce de légitimité à ça. Vous avez le Fonds monétaire international qui est très imprégné par ça. Donc, c'est un volet. Est-ce qu'il y a une rationalité là-dedans? C'est ça la question. Il y a une rationalité de développer le capital. Vous avez un espèce de truc pré-Trumpiste, là-dedans. Parce que leur préconisation à l'époque, c'était de dire si l'Inde, par exemple, fait trop de gosses et n'est pas capable de nourrir sa population, on peut rien faire, faut leur couper les vivres. Vous voyez, il y avait un truc un peu comme ça. C'était un truc d'une conception économiste très impérialiste, en fait, et très dédaigneuse du sort des populations au final. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, tous les libéraux ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont tout simplement complètement indifférents à la question. Oui. Par exemple, je cite, l'intérêt, c'est que c'est assez récent. Une interview de la représentante de McKinsey France. Alors McKinsey, dont on a beaucoup parlé pour les liens avec les pouvoirs publics français. Donc McKinsey, c'est quelque chose d'énorme. Ils ont fait une étude internationale sur les questions de démographie et elle présente ça. Et ce qui est intéressant, c'est que son interview, ça date d'après l'élection de Trump. Donc voilà, elle se projette un petit peu dans l'avenir. Et en gros, c'est de dire, on s'en fout, on va miser sur le marché des vieux. Et puis voilà. Et le reste, ça va. Vous aviez un truc dans le journal libéral de Economist qui, eux, sont même pas dans le néo-malthusianisme, qui sont dans l'indifférence totale et un libéralisme brutal dont la logique est de dire je vois pas pourquoi on va payer les femmes pour faire des enfants, ça n'a aucun sens, etc. Donc ça veut dire que c'est une acceptation de l'effondrement là pour le coup. Oui. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je voudrais revenir là-dessus, c'est cette idée aussi de taxer les familles, de contrôler, comme je le disais aussi. Vous aviez Yves Cochet en France, qui a été un temps ministre, un écologiste, qui est tout à fait, qui formalisait des idées comme ça. Lui, il proposait d'inverser les allocations familiales. C'est-à-dire, plus vous avez de gosses, moins vous touchez. C'était ça sa logique. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont mortifères. Et si nos auditeurs font un peu une réflexion un peu sur le sens philosophique de tout ça, c'est un truc nihiliste. Parce que c'est une négation de la vie. Puisque la seule solution qui peut définitive, c'est de supprimer tout le monde. Donc, on serait tenté de leur demander de commencer par eux-mêmes avant de donner des conseils aux autres. C'est une idée à développer. Non, mais en tout cas, oui. En plus, c'est même pas logique économiquement, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien quelqu'un pour travailler et pour produire surtout. Alors, et ça, vous l'expliquez aussi qu'il y a eu cette évolution progressive d'une vision de la famille qui est devenue, alors qu'elle était à l'origine la cellule de base de la société, qui est devenue finalement un instrument au service d'un nouveau fonctionnement, on va dire, capitalistique, et que donc, qui est devenu, enfin, qui n'a plus été protégée comme elle était avant, cette cellule, et qui a même pu être vilipendée, comme on l'a dit, avec cette histoire de taxe carbone contre les familles nombreuses. On a entendu plein d'autres choses, dont Terra Nova, que vous citez aussi, qui prône le désarmement démographique. Alors, oui, j'ai oublié de commenter cet aspect-là. Terra Nova, ils sont... j'allais être trivial. Ils ont le derrière entre deux chaises. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, on voit bien que leur pulsion fondamentale est néo-malthusienne. Oui. En même temps, il y a le réel... Terra Nova, je rappelle quand même, juste pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est quand même eux qui ont fondé toute cette stratégie électorale, notamment sous François Hollande, à partir de François Hollande, de se dire, comme on n'a plus assez de population française de souche qui vote dans le bon sens, c'est-à-dire socialiste, on va aller chercher l'électorat venant des minorités, et donc notamment issus de l'étranger.
C'était la stratégie Terra Nova. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est que là, ils vont même plus loin en disant désarmement démographique. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà, donc aujourd'hui, ils sont, voilà, je disais qu'ils sont un peu entre deux. Alors sur ce qu'est Terra Nova, oui, c'est eux qui ont théorisé l'abandon de la classe ouvrière par la gauche, pour la faire brève. Hein, voilà. Et donc très sensible à ces idées-là. Mais comme le réel se rappelle, donc du coup, ils font un dossier sur le sujet. Dans lequel vous avez les deux en même temps. C'est-à-dire que vous avez le responsable de Terra Nova qui réfute mollement, et puis vous avez un article qui est complètement délirant, qui est un article nihiliste sur la question démographique. Donc on voit quand même qu'il y a une forme que ça bouge. C'est-à-dire que le réel est tellement violent aujourd'hui, alors que ces phénomènes sont décrits par les démographes depuis les années 1920-1930, hein, mais c'est tellement brutal que il y a, si ce n'est une marche arrière, mais en tout cas des louvoiements qui se font jour. J'allais dire tant mieux, hein, mais c'est pas gagné. Encore, oui, d'ailleurs dans les tant mieux, mais c'est pas gagné, il y avait aussi le discours, évidemment, on en parlait en introduction d'Emmanuel Macron du réarmement démographique. Vous dites très bien le discours, au moins ça montre qu'il y a un réveil là-dessus, mais pour le moment concrètement, vous vous rappelez quand même qu'à l'Assemblée nationale, qui a été dissoute, je rappelle aussi, finalement ça n'a rien donné concrètement. La difficulté qu'il y a, alors c'est pas que sur ce sujet-là, mais je vais pas sortir de mon champ de compétences, c'est que vous avez souvent des déclarations qui émanant du gouvernement, de figures gouvernementales, en particulier d'Emmanuel Macron lui-même, qui sont des rappels au bon sens. À un moment donné, la nature se rappelle aux gouvernants, donc ils vont faire une déclaration, et après la difficulté, c'est que c'est rarement suivi des faits. Alors sur le sujet là qui nous occupe, non seulement les problèmes de confusion et de chaos politique font que le sujet est un petit peu sorti des radars, mais même au moment où lui a fait sa déclaration, donc c'était dans une interview au journal Elle, principalement, ce que lui avançait comme préconisation était une mesure à coût constant, c'était de dire concernant le congé parental, on va l'augmenter. On va pas faire seulement un congé maternité, mais un congé parental. Mais on va le réduire en longueur. Donc du coup, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que c'était une opération blanche, si vous voulez, financièrement. Il est évident que si on pense que la question démographique est une question centrale pour le monde, et en particulier, puisque nous sommes ici pour la France, ce type de proposition cosmétique ne répond pas du tout aux besoins et aux nécessités. Et aujourd'hui, concrètement, et on va finir là-dessus, ça m'a choqué quand même. Hein. Vous citez une enquête IFOP pour l'Observatoire Hexagone. 45% des femmes s'estiment découragées d'avoir des enfants. Par les médias, 41% par le discours des autorités publiques sur le sujet. Tout à fait. Quand on sait qu'à l'origine, normalement, les autorités publiques doivent pousser justement les familles à avoir des enfants. C'était quand même les politiques natalistes qu'on pouvait avoir sous le général de Gaulle. Là, on est vraiment dans le système inverse, découragé par les autorités publiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un souci de la population. On pensait que les pouvoirs publics avaient le souci, depuis Louis XIV, avaient le souci de la population. Voilà. Le fait de dire, j'ai une population qui a telle et telle caractéristique, je suis soucieux de son présent et de sa pérennité, ça va générer, par voie de conséquence, des politiques familiales, qui sont la déclinaison, ça c'était très bien raconté par Michel Foucault, par exemple, la déclinaison de politiques de population. Or, ce qui s'est passé dans les années 80, c'est que le souci de la population est sorti de la pensée des gouvernants. Parce que là, pour le coup, on peut relier ça au néolibéralisme, c'est-à-dire que c'est l'immédiateté et l'individualisme qui se sont imposés à tous les niveaux, et à partir de là, vous n'avez même pas de pensée politique de la cellule familiale. Sur le global de la population. Et donc, par voie de conséquence, sur la cellule familiale. Donc, il y a eu un trou. Et d'ailleurs, le terme de population figurait dans les intitulés ministériaux. La dernière qui a été ministre de la population et de la famille, c'était Georgina Dufoy, ou secrétaire d'État. Et ça devait être au tout début des années 80. Et depuis, ça a été zappé. Et aujourd'hui, c'est mal vu. On dit un populiste pour les gens qui parlent de la population. Donc, comme quoi, les choses ont bien changé. Merci beaucoup, Raymond Debord. En tout cas, un livre vraiment très instructif
qui reprend toutes les politiques natalistes ou pas d'ailleurs, antinatalistes depuis ces 50 dernières années, vers un monde sans enfants, faire face à l'hiver démographique, aux éditions Critique. Merci encore. Merci à vous. Merci. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.